Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ipagine, effectivement, c'est une plateforme que certains d'entre vous connaissent peut-être. Pour vous parler d'Ipagine, avant ça, il faut que je vous parle de la société mère qui est TipLive, qui est un acteur qui est implanté sur le marché français et européen depuis une quarantaine d'années et qui a à cœur de travailler, de soutenir le travail des libraires au quotidien. Ça se traduit avec une approche un peu holistique qui est l'idée de fournir des solutions informatiques et des outils dédiés aux libraires pour qu'ils puissent faire leur travail au quotidien. Je vous ai montré un petit peu cette cartographie ici. Il faut imaginer que c'est vraiment des systèmes et des services qui se répondent entre eux. Donc on crée, on conçoit des bases de données, ça peut être pour le livre numérique, pour les différents segments culturels que vous allez retrouver chez les revendeurs, qui ensuite vont alimenter des logiciels de caisse, des logiciels de gestion, et la partie que je représente moi, donc qui est Ipagine, qui est le versant numérique de TipLive, et comme vous l'avez dit, qui a pour simple objectif, simple c'est un terme trompeur parce qu'il faut s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière, mais c'est de mettre en capacité les libraires de commercialiser du livre numérique. Ça se traduit de plusieurs façons. Vous le savez, le livre numérique, c'est pas simplement un fichier que vous allez réceptionner, il y a aussi des métadonnées, il y a besoin d'avoir un compte, il faut pouvoir acheter ce lien, il faut valider le paiement, s'assurer que la commande est bonne, récupérer le fichier, pouvoir le servir aux différents clients. Donc c'est beaucoup de strates techniques, de travail avec les partenaires, les éditeurs, les diffuseurs. Nous, on travaille en tant qu'agrégateur de données d'une part, mais surtout e-diffuseur, donc c'est difficile de se le figurer mentalement, mais entre les éditeurs qui conçoivent les livres, les diffuseurs qui permettent de voyager, il y a une dalle qui manque, une dalle technique. Il manque une dalle technique en fait pour faire le lien entre la diffusion et puis le libraire et le client final derrière, et c'est là que Ipagine intervient. Et à côté de ça aussi, on accompagne le libraire sur sa stratégie numérique, donc qui est quelque chose d'un peu plus large. On peut passer sur la diapo suivante, merci. Notamment avec le site Ipagine. Donc en fait, le libraire a deux options pour commercialiser des livres et des livres numériques. Soit il peut avoir un site en propre, donc là on va concevoir un site internet pour lui. Et sinon, il peut rejoindre un programme d'affiliation via Ipagine, donc il n'a pas besoin d'avoir un site, et en fait, tous les contrats passent par nous. Et quand vous allez créer un compte sur Ipagine, vous allez pouvoir retrouver votre librairie préférée et ensuite acheter des livres numériques. Là, vous avez Ipagine sous les yeux, ça me permet d'aborder certains outils dont je parlerai un peu plus avant ensuite. Mais vous voyez qu'on met en avant le livre audio. C'est pas simplement une plateforme d'achat, c'est vraiment une plateforme d'éditorialisation, à savoir qu'on peut mettre en avant des coups de cœur, il y a les mots des libraires, et ensuite c'est des blogs qui peuvent être réutilisés sur les différents sites. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la capillarité, avec un échange d'informations. Les libraires aussi peuvent trouver derrière de la documentation, et Philippe le disait avant, on assure aussi une part très importante aujourd'hui dans l'économie et la consommation du livre numérique, qui est le service après-vente. On a un service d'assistance technique qui est gros d'une vingtaine de personnes qui travaillent 6 jours sur 7 et qui épaule d'une part les libraires et les clients des librairies dans leur découverte et leur appropriation du média. Voilà, et à côté de ça, juste un dernier mot sur un petit peu la stratégie éditoriale d'Ipagine qui est quand même un versant assez important. On conçoit aussi des outils de promotion du livre numérique, même de démocratisation. Là, vous avez derrière moi Ipagine Radio. Donc c'est une radio en accès libre sur Internet qu'on a présentée aux assises du livre numérique 2022, qui émet 24 heures sur 24, et en fait toutes les 30 minutes, vous avez un nouvel extrait de livre lu qui est diffusé. Donc vous pouvez découvrir un titre. Vous avez ensuite un renvoi vers la fiche de l'œuvre qui va vous amener sur Ipagine ou sur le site du libraire pour pouvoir acheter le titre ou trouver plus d'informations. Et tout ça est entrecoupé de playlists musicales concoctées par notre partenaire bordelais. C'est un outil qui est mis à la disposition des libraires, notamment de certains libraires qui sont souvent parés avec passion, notamment le divan. C'est la diapositive suivante, même encore après. Voilà, donc ça c'est la playlist. Et voilà ce qu'on a fait par exemple, la librairie Le Divan. Ils ont vraiment engagé une politique de promotion du livre audio, sachant qu'ils utilisent maintenant Ipagine Radio, mais qu'ils ont une capsule tous les mardis à 13h30 qui s'appelle La Voix du libraire et qui donne la voix justement à un libraire
pour présenter un coup de cœur, un livre de la rentrée, un livre numérique, pas nécessairement audio, mais il y a vraiment voilà, un lien très fort qui est en train de se mettre en place là-dessus. Et la dernière chose aussi, on a lancé une gamme de liseuses en décembre 2023 à destination des libraires indépendants. Et c'est une liseuse voilà, qui est conçue en système ouvert, qui vous permet d'écouter et de lire n'importe quoi, qui est compatible avec tous les systèmes et nativement qui est compatible aussi avec le livre audio. Très bien, merci. Alors justement, cher André Couslier, vous êtes cofondateur de StayTune et vous proposez donc des solutions de diffusion de contenu audio. Vous allez particulièrement nous parler de Prose, donc la plateforme de livre audio française, donc Prose Audio, qui a été lancée récemment, en fait, fin 2023, qui soutient les librairies indépendantes. On reviendra après sur la question de quels sont les libraires qui participent à cette plateforme. Mais voilà, là, vous pouvez la présenter. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le cofondateur de Prose. Prose, qui est issu d'une entreprise qui s'appelle StayTune. Donc, mon métier historique est de développer des solutions de diffusion de contenu audio en marque blanche, que ce soit dans le secteur du podcast. On va travailler avec des médias comme le groupe Prisa en Espagne, le groupe Bayard. On va travailler dans le secteur de la radio live en permettant à des radios de diffuser donc leur radio et leur podcast à travers leur site. Je pense à des groupes comme Radio Nova et depuis plus récemment dans le secteur du livre audio en équipant certains éditeurs dont le groupe Editix pour leur entité Lizzy. Donc en 2023, on a lancé la plateforme Prose. Prose qui se positionne comme la plateforme de livre audio française qui soutient les librairies indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, soutenir les librairies indépendantes? Ça veut dire que quand un utilisateur va venir souscrire à Prose, qui souhaitera soit s'abonner, soit acheter des livres audio à l'unité, on va lui permettre de soutenir une librairie parmi la liste de nos librairies partenaires, et derrière, soit sur l'abonnement que cet utilisateur va payer tous les mois ou son achat à l'unité de livres audio, il y a une partie qui va être reversée à sa librairie de référence. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'abonnement, on est sur un modèle de crédit unitaire mensuel, même si on est en train d'avancer sur le sujet du créditant, pour lequel on observe quand même une forte demande. Et l'idée derrière Prose, au-delà de soutenir les librairies indépendantes, l'idée est vraiment de les intégrer à ce marché et de faire valoir leurs forces qui, selon nous, se trouvent dans la prescription. Contrairement à d'autres plateformes où il vaut mieux savoir ce qu'on était venu acheter quand on arrive sur la plateforme, l'idée de Prose, c'est de faire prévaloir le rôle de prescripteur des libraires en les faisant vraiment participer à la plateforme, notamment en accordant une grande place aux sélections que vont nous proposer les libraires sur la plateforme. Je peux passer à la slide ensuite. Aujourd'hui, alors il faut savoir que Prose, donc on a lancé la plateforme courant de l'été 2023 via un partenariat avec le groupement des libraires ensemble. Depuis janvier 2024, la plateforme est ouverte à toutes les librairies françaises, quelle que soit leur taille, qui veulent être partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 200 librairies partenaires, que ce soit en France et à l'étranger, notamment en Belgique, en avançant, en ayant signé récemment un partenariat avec Libraine. Donc on va être en mesure de proposer pas loin de l'intégralité du catalogue de livres audio disponibles en langue française, également des titres en langue anglaise pour lesquels on a beaucoup de demandes, en travaillant notamment avec Penguin Random House, qui propose des livres audio anglophones de très grande qualité. Et puis voilà, on va avoir bien entendu tous les genres. Et donc ce que je disais en amont, au-delà de soutenir les librairies en leur permettant de proposer directement des offres d'abonnement ou d'achat à l'acte à leur clientèle, l'idée, voilà, c'est vraiment de faire valoir leur rôle de prescripteur. Il y a ce système de sélection qu'on met en place où on a une communauté de libraires qui, toutes les semaines, va nous proposer des sélections thématiques avec également des notes sur chacun des titres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'impliquer les libraires.
c'est une plateforme qu'on souhaite développer main dans la main avec eux. Et pour cela, encore une fois, on va chercher à les impliquer au maximum. Donc ça demande bien entendu quelques efforts de la part des libraires. Vendre du livre audio numérique, c'est pas automatique, surtout quand on sait que la présence des libraires aujourd'hui sur le digital est encore un peu mitigée. Les libraires, par définition, sont des commerçants qui n'ont pas tous les ressources en interne pour gérer des réseaux sociaux, un site internet, etc. Donc on va vraiment les accompagner là-dessus en leur envoyant des éléments de communication à diffuser sur leurs réseaux sociaux et également en point de vente physique, parce que là où se trouve pour le coup leur carrefour d'audience, c'est pas sur leur site, mais c'est plutôt en magasin. Et ça va passer par différents éléments de PLV qu'on est en train de déployer, et notamment un système de cartes prépayées dont l'objectif est vraiment de capitaliser sur le point de vente physique de façon à faire le pont vers le digital de la façon la plus efficace possible. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, en fait, une question qui s'adresse à tous les deux, c'est quels sont les préalables pour les libraires pour pouvoir faire le choix et de participer à votre plateforme, Est-ce que vous pouvez dire aussi les profils de libraires, vous avez un petit peu décrit, mais peut-être tous les deux préciser les profils de libraires, et peut-être aussi la question des zones géographiques plus précisément concernées. Alors aujourd'hui, Prose, c'est une plateforme qui s'adresse à tous les libraires, indépendamment de leur taille et de leur zone géographique. C'est pour ça que dans le modèle économique, on a fait le choix de ne pas se positionner en tant que prestataire technique, même si c'est des activités qu'on a, ça nous arrive pour certaines librairies de pouvoir proposer la plateforme en marque blanche. Je pense à des librairies comme Mola, Ombre Blanche, Erol ou encore La Procure. Mais l'idée derrière Prose, c'est de permettre à toutes les libraires de pouvoir proposer une offre de livre audio sans se positionner en tant que prestataire technique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le fait de devenir partenaire de Prose pour une librairie est quelque chose qui est totalement gratuit en fait. Nous, on va se rémunérer sur la base d'un partage de revenus, mais on va quand même demander comme contrepartie aux libraires de s'impliquer un minimum dans la communication, que ce soit à travers le point de vente physique ou le digital. Ce qu'on peut observer aujourd'hui de la typologie de libraires qui a rejoint la plateforme, c'est que c'est vraiment très très hétérogène. Et ça, c'est quelque chose d'assez encourageant. On avait au début tendance à se dire que seules les librairies d'une certaine taille qui ont des ressources marketing allaient s'intéresser au sujet, mais il se trouve que, contrairement à nos attentes, en fait, non seulement on a énormément de librairies plutôt rurales qui s'intéressent au sujet, qui souhaitent devenir partenaires de Prose. Et ce qui est intéressant avec cette typologie de libraires, c'est que ce sont des libraires qui sont en général assez proches de leur clientèle, qui connaissent très bien leur clientèle et qui arrivent parfois un peu mieux à faire ce travail de prescription du livre audio que des libraires de taille un peu plus conséquente qui voient ça comme, enfin pas pour tous, mais pour certains en tout cas, qui peuvent avoir tendance à voir ça comme un produit parmi d'autres et qui ont une approche un peu plus impersonnelle de la commercialisation de produits en librairie. Donc pour le coup, on va avoir une très grande diversité de libraires. Et quelque chose d'intéressant aussi qu'on a remarqué, on voit beaucoup de libraires s'intéresser au sujet, notamment des libraires qui sont issus de reconversion professionnelle. Typiquement, on échange pas mal avec un organisme de formation que certains d'entre vous doivent connaître, s'appelle Conseil, qui forme souvent des libraires en reconversion, et typiquement c'est des libraires qui arrivent avec une approche un peu plus moderne, qui ont compris que le lecteur d'aujourd'hui était polymorphe dans la mesure où il consommait du livre papier, du livre numérique, mais également de plus en plus du livre audio. Donc ce sont des libraires qui ont une réflexion parfois un peu plus business et moderne et qui sont un peu moins conservateurs d'une certaine branche de librairie
qui aujourd'hui, en tout cas, ne souhaitent pas, ou en tout cas n'ont pas les ressources à mettre dans le digital. D'accord. Voilà. Vous faites un constat, sur le profil des libraires Oui, moi je trouve aussi que ce qu'on voit, les résultats, ça ne nous rappelle toujours cette évidence dans le monde de la librairie, c'est un milieu d'une formidable diversité et d'une grande disparité aussi. Il y a des typologies de libraires très différentes qui se retrouvent des fois un petit peu, c'est le fruit du hasard, engagés sur le numérique, mais il y a un vrai élan, nous, qu'on a senti sur les dernières années, avec une volonté vraiment de se positionner sur ce segment, souvent en réponse à la demande des clients, mais aussi par un intérêt des fois personnel de la part du libraire pour ces questions-là. Nous, disons qu'on touche, on équipe en numérique plus de 900 librairies actuellement. En fait, le glissement se fait assez naturellement, dans le sens où je vous ai parlé de Petite Livre avant. On a une plateforme qui s'appelle Place des libraires, que vous connaissez sans doute, qui est donc un outil de mise en relation des libraires et des clients, mais aussi des libraires entre eux. Vous cherchez un livre et vous allez pouvoir vous géolocaliser et trouver le concours dans la librairie indépendante la plus proche de chez vous, avec du click and collect, ce genre de choses. Et en fait, Ipagine est un petit peu le pendant numérique justement de Place des libraires. Donc les libraires qui sont affiliés à Place des libraires, assez naturellement vont ensuite se diriger vers le numérique. Ils vont se glisser aussi sur Ipagine au travers du système d'affiliation. Donc on a à partir de là vraiment un éclectisme très large et un spectre de libraires très dense. Ce que je rajouterais pour le numérique, c'est que nous on a dépassé les frontières de la France, parce qu'on équipe aussi beaucoup de librairies, de groupes et d'associations de libraires, donc que ce soit en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, mais aussi au Maghreb. C'est pas si facile parce que, vous le savez sûrement, mais dans le livre numérique, il y a une notion de territorialité. Il y a des titres que vous allez pouvoir trouver sur le marché français qui ne seront pas disponibles dans les territoires limitrophes. Donc c'est aussi quelque chose à gérer. Mais nous, c'est une chose qu'on voulait... un obstacle qu'on voulait lever, c'est pour ça qu'on travaille avec des libraires qui viennent maintenant des quatre coins de l'Europe. Vous pouvez, les libraires avec lesquels vous travaillez au Maghreb, c'est au Maroc en particulier? Oui. D'accord. Et vous pouvez en dire de nous comment ça avance? Est-ce que ça... Et ben, actuellement, on a fait le site pour l'association des librairies du Maroc, qui s'est aussi positionnée sur le numérique. Après, je ne suis pas en charge de ce dossier, donc je ne peux pas non plus m'avancer. Mais voilà, on est implanté là-dedans, à chaque fois une dizaine, une quinzaine de librairies sur ces territoires. Donc voilà, comme dit, ça rassemble et ça touche un public de libraires très large et aussi une clientèle d'autant plus vaste. Sur les territoires, on va dire, qui ne concernent pas les territoires du Nord, il y a d'autres associations de libraires, autres qu'au Maghreb, avec lesquelles vous travaillez l'un et l'autre. Je voulais d'ailleurs parler de comment vous travaillez avec ces associations de libraires maintenant. Oui, c'est ça. Donc nous, comme je le disais, en amont, on a commencé à lancer l'offre avec le mouvement des libraires ensemble. Aujourd'hui, il y a différents sujets avec les différents groupements. Après, nous, on a fait le choix de plutôt privilégier l'approche où on allait travailler avec les libraires en direct plutôt qu'à travers les réseaux. Les réseaux sont assez pratiques pour faire transiter l'information générale. L'avantage de travailler avec les librairies en direct, c'est que ça nous permet d'avoir des retours beaucoup plus précis sur la perception de l'offre en magasin, comment mieux les accompagner dans la communication de l'offre. Tout ça parce que au sein d'un groupement, les disparités sont très fortes en fait entre les librairies. Je prends un groupement même comme le groupement des libraires ensemble qui, selon moi, constitue le groupement qui a la plus forte homogénéité entre les libraires. Ben, on va avoir des libraires qui font 1 million de chiffres et des libraires qui en font 10. Donc les réalités ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que aller travailler avec les librairies en direct, au maximum en tout cas, nous permet
d'être beaucoup plus efficace dans l'avancement sur le sujet. Alors peut-être que... Oui, un mot sur effectivement les associations. Nous, c'est des interlocuteurs privilégiés pour TIFLIV et Hypagine, parce qu'il y a effectivement sur le parc, là je vais parler pour l'instant de la France, mais il y a aussi d'autres associations dans les territoires voisins. Mais en tout cas pour la France, c'est effectivement sur le maillage de librairies, c'est, on va dire, un interlocuteur un peu intermédiaire qui permet de fédérer des librairies, comme je le disais, qui sont souvent qui sont très différentes l'une de l'autre, mais ça permet de mettre en place des initiatives communes et surtout de fédérer autour de projets, d'un élan commun. Et nous, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Donc, on travaille énormément avec l'ensemble des associations de France et ça nous permet de mettre en place, par exemple pour le numérique, on en parlait, hein, mais généralement, on voit sur le travail avec les associations, les librairies au sein de ces associations vont peut-être un petit peu se désengager de la question du numérique parce que ça ne les intéresse pas, mais elles vont s'attendre à ce que la personne, l'administrateur en charge du portail ou le portail lui-même puisse apporter des outils, des explications sur la stratégie numérique. Donc pour nous, c'est quelque chose de très précieux parce qu'on sait que les personnes qui gèrent ces portails sont en capacité aussi de faire de la médiation avec les différents libraires. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça nous permet aussi d'initier des projets qui vont bénéficier à une typologie, à un même groupe de libraires. J'en parle, c'est pas nécessairement en lien avec le livre numérique, mais là, par exemple, chez Hypagine, on développe la fonctionnalité des bons cadeaux pour les différents portails de France. Donc si vous avez chez mon libraire, les librairies de Nouvelle-Aquitaine ou du sud de la France, maintenant, elles vont être dotées de bons cadeaux qui vont fonctionner dans l'ensemble des librairies adhérentes de leur territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dynamise l'offre de la librairie et surtout qui est prescripteur de liens, que ce soit entre les libraires entre eux, les libraires et portail et surtout les libraires et clients. Donc pour nous, c'est vraiment, on travaille énormément avec les associations et c'est des partenaires qu'on aime beaucoup et qu'on cherche au quotidien. D'accord. Justement, Philippe, avec ta casquette de libraire, tu pourrais témoigner en tant qu'association de libraires en Belgique de comment ça se passe de ton côté. Oui. L'originalité de ma position, c'est qu'en fait, je suis partenaire de Charles et d'Hypagine, puisque le portail libraire que j'anime en Belgique, que vous voyez là, donc il représente 70 librairies indépendantes de Belgique francophone, et c'est un portail qui est né en 2014 uniquement pour le livre numérique, qui s'est développé, je dirais, avec beaucoup de réticence de la part des libraires qui, vous l'avez dit très justement, n'ont pas investi dans l'intérêt du livre numérique, puisque le marché était encore assez bas et évidemment que les marges sont difficiles, hein, puisqu'il y a ce service après-vente qui coûte beaucoup d'argent et qui prend une partie de la marge du libraire. En 2020, on l'a ouvert au livre papier sur le modèle de ce qu'Hypagine propose, c'est-à-dire le place des libraires. Donc c'est un site de géolocalisation. Autant nous vendons, si je puis dire, le livre numérique au client pour que le client puisse avoir un lien de téléchargement, le livre papier, nous ne le vendons pas. C'est un site de géolocalisation qui permet à l'internaute, au lecteur, au client, de trouver de situer la librairie qui a le livre en stock auprès de laquelle il peut commander. Nous avons donc 70 librairies regroupées maintenant, c'est un vrai succès, avec un intérêt, je dirais, différent d'un libraire à l'autre, parce que l'hétérogénéité est très forte. En Belgique francophone, les librairies de premier niveau, si je puis dire, en tout cas les librairies vraiment professionnelles, on en a à peu près une petite centaine, genre en gros 70, il y a toujours évidemment des personnes qui ne veulent pas rentrer dans le collectif, mais il y a des chiffres d'affaires qui sont très bas pour certains, des petites librairies situées en ruralité, et de d'autres librairies beaucoup plus importantes, évidemment situées dans les grandes villes que sont Liège, Bruxelles, Namur, voilà, pour citer les principales. Alors, la question très importante, si je puis dire, c'est de représenter les libraires en faisant un travail d'éditorialisation. C'est-à-dire qu'il y a les libraires ne sont pas tournés vers le numérique, je dirais, ouvert ce genre de plateforme de manière naturelle. Il faut donc travailler pour eux, c'est un travail que nous avons entamé. Alors, vous voyez ici, nous avons des élections en Belgique la semaine prochaine, vous avez les élections européennes, et nous en plus, nous avons les élections fédérales et régionales. Donc, tous nos lecteurs sont branchés sur
les débats électoraux à la télévision, en radio, dans la presse. Donc moi j'ai décidé que l'éditorialisation, ce serait sur l'Europe. Ça on sort du microcosme belge. Et donc je fais beaucoup d'animations sur la réalité de l'Europe, enfin il y en a d'autres. Hein. Voilà. Oui, aussi Bernard Pivot a dit, je suis accueilli, bien entendu. Ça, c'est le travail d'éditorialisation. Alors, en ce qui concerne le livre audio, nous vendons bien sûr depuis toujours via une pagine de livre audio, je dirais, traditionnelle. J'ai voulu élargir l'offre pour notre clientèle à l'abonnement. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, finalement, c'est celle de Charles Touré, et donc de StayTunes, qui avec sa plateforme Prose. Donc c'est tout nouveau, on vient de signer un partenariat ensemble, c'est bien ce qui fait donc je travaille avec eux, si je peux dire, de manière assez harmonieuse, pas de problème là-dessus. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai quand même un petit souci technique, c'est vrai que je ne travaille pas en marque blanche. Je travaille donc sur le CMS d'Ipagine. Et donc je dois, par exemple, je ne sais pas faire tout arbre réellement sur cette pagine avec le livre audio, parce que les ISBN, si j'ose dire, en tout cas, sont propres à la plateforme Prose, donc je suis obligé de faire ce qu'on appelle, on va en parler après, hein, mais je suis obligé de faire ce qu'on appelle des blocs, c'est un travail un peu technique, auquel, voilà. Alors sur la table, sur le portail Librel, il y a, je dirais, une proposition de livre numérique qui renvoie à une table beaucoup plus complète. Et chaque fois, maintenant, je communique sur ce qu'est le livre audio, parce que c'est tout nouveau pour notre clientèle. Et donc, on explique en fait que le livre audio numérique peut être accessible sur tous les supports possibles, hein, que ce soit le smartphone, l'ordinateur, la tablette, etc. Sous deux formats, soit l'achat unique. Bon, là, si je clique sur Stephen King Oli, voilà, le livre se présente là, et sur la slide suivante, vous voyez qu'il y a possibilité soit de l'achat unique à 25,95, soit à l'achat par crédit, donc au coût de 9,99 €. C'est un système qui est tout à fait nouveau pour nous. Et donc il y a du travail de médiation qui devra être fait de notre part, évidemment, auprès des libraires pour qu'ils s'y intéressent. C'est un vrai challenge, donc, qui, à mon sens, vaut la peine. En fait, on est, je disais, il y a pas mal de libraires qui sont très conservateurs et donc qui ne voient pas totalement l'intérêt. Je crois que l'intérêt d'une plateforme comme Librel, qui est, depuis le départ, c'est d'essayer de suivre son époque. C'est-à-dire, les choses arrivent, on ne peut pas rester à côté de la librairie indépendante, on ne peut pas l'ignorer. Donc, parfois, il y a un travail de conviction et de médiation important à faire auprès de notre public libraire, mais qui en vaut la peine. On est passé du livre pur numérique sur Librel au livre papier, donc intermédiation entre le lecteur et le libraire, parce on ne veut pas être Amazon, si vous voulez, on n'a pas la capacité matérielle de faire ça, donc on ne forme pas le livre papier, on met en contact le client avec le libraire de son choix, et on impose que le client aille chercher son livre en librairie. Pour évidemment ceci, le livre audio et le livre audio par abonnement, qui me semble être un peu l'avenir du livre audio, pour la raison que je dis, notamment pour les pays du Sud, mais également chez nous. Ce que je constate, et c'est une des choses les plus intéressantes, je dirais, avec l'apparition, le développement du livre audio et du podcast, c'est le nouveau mode de lecture. On travaille beaucoup là-dessus, on ne lit plus exactement comme on lisait avant. Les gens comme moi, de ma génération, on lit un livre de la première à la dernière page, on peut lire des livres de 650 pages sans aucun souci. Il y a une autre façon de lire aujourd'hui à laquelle il faut répondre. Je pense que cette demande d'une certaine clientèle plus jeune. Et donc, ce n'est pas innocent, si vous voulez, le nombre de podcasts qui se développent partout. Et à la limite, moi, je me pose la question où les gens vont trouver le temps d'écouter tous les podcasts qui leur sont proposés. Je vois que les vivants proposent aussi maintenant des lectures comme ça. On dit c'est très bien. Peut-être qu'on développera ça un jour sur Librel, il y a encore du boulot à faire. Mais c'est vraiment un changement, je dirais pas civilisationnel, mais alors parce que là, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait passionnant à suivre, c'est la manière dont les gens, et la jeunesse notamment, appréhendent la vie. Voilà, ça c'est l'expérience de Librel. Donc on essaie de suivre le mouvement, et en partenariat donc avec des plateformes ou des sociétés qui ont les moyens justement de ces outils-là à disposition des librairies indépendantes.
spécifique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être deux derniers points, c'est en termes de développement, quelles seraient vos attentes à vous en tant qu'agrégateur, si je peux me permettre. Et deuxième chose, et pour clôturer avant les questions, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à des libraires aussi qui pourraient être intéressés pour rejoindre la plateforme, voilà. Nous, nos attentes en tant que plateforme, déjà, c'est de continuer à faire croître notre base d'utilisateurs et surtout de le faire main dans la main avec nos libraires partenaires qui, j'espère, seront de plus en plus nombreux, parce que tout ça, ça représente un vrai sujet pour les librairies. Je pense qu'on est encore au bon moment pour ne pas que le sujet du livre audio numérique leur échappe. Et je pense que c'est le bon moment pour ne pas refaire les erreurs du passé, en quelque sorte. Nous, on a vraiment pensé cette plateforme de façon à ce qu'il y ait le moins de barrières à l'entrée possible pour les librairies, et vraiment pour que toutes les librairies, indépendamment de leur taille et de leur zone géographique, puissent proposer cette offre et participer à l'évolution de ce marché. Maintenant, voilà, ça demande une implication de leur part. Les choses ne se font pas automatiquement. Si on pouvait avoir uniquement des partenaires aussi proactifs que Librel, ce serait génial. Mais voilà, il y a quand même tout un travail de pédagogie encore à faire, de formation également. Et voilà, nous, notre enjeu, au-delà de ce que j'ai évoqué, ça va être vraiment de trouver des moyens de mieux intégrer le livre audio au sein de la librairie en rendant l'offre la plus tangible possible. On est en train de réfléchir à différents sujets qui seront mis en place prochainement. Ça me mène aussi à la question des librairies du Sud. On ne les oublie pas. Il y a un sujet qui a déjà été évoqué tout à l'heure qui concerne le taux de bancarisation qui ne rend pas le système d'abonnement comme on le pratique dans les pays du Nord particulièrement facile. Mais je pense qu'il y a des façons de contourner le sujet. Typiquement, je pense au système de cartes prépayées qu'on a commencé à déployer dans nos librairies partenaires en France, qui pourrait notamment être un sujet. J'en ai sur moi. Ça ressemble à ça, grosso modo. Ça va être des cartes à 20, 30, 50 euros qui vont être disposées au niveau des caisses, qui permettent soit de payer ses différents mois d'abonnement avec, ou d'acheter ses livres audio à l'unité. Voilà, je pense que dans des pays où le taux de bancarisation est faible, ça peut être une réponse. Il y a d'autres choses à réfléchir, tout ce qui est système avec les opérateurs téléphoniques notamment, comme le fait Uscribe. Donc je pense que voilà, c'est un sujet qu'on prend en main de notre côté, sur lequel on a des réflexions, et on est totalement disposé à échanger avec l'AILF et les librairies membres pour réfléchir à des solutions communes avec grand plaisir. Pour Hypagine, c'est difficile de vous répondre. Avant de parler des perspectives du futur, moi je considère plutôt ce qui se passe actuellement et je me pose au présent. Ce que je vois, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels, de passionnés ici qui sont rassemblés aujourd'hui et qui ont des savoirs, des connaissances sur ce monde en pleine effervescence du livre audio. Et moi, mon vœu, c'est simplement qu'il y ait une mise en commun des ressources et vraiment une mutualisation des forces. Je trouve l'initiative de la Plume de Pan assez magique de permettre au débat de circuler, aux personnes de se rencontrer. Je pense qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée sur le marché francophone. Il va falloir maintenant l'exploiter. Je pense qu'il faut vraiment qu'à l'heure où on a tous ces débats sur l'Europe et la question des frontières, qu'on fasse le choix de les abattre, de les dépasser, et que les différents spécialistes travaillent ensemble, qu'on mette en commun nos savoirs. Pour le cas d'Hypagine, nous on travaille beaucoup avec les libraires, on les accompagne énormément sur la question du numérique. On met en accès libre des documentations. Chaque année, par exemple, on met une plaquette d'une 40aine de pages sur qu'est-ce que le livre audio numérique à disposition, qui se base sur le baromètre de la SOFIA ou
d'autres sources et des bibliographies un petit peu annexes. On va lancer une application la semaine prochaine, une nouvelle application de lecture qui vous permet de retrouver vos achats en fonction de vos librairies et qui est compatible tout de suite livre audio. On a les liseuses dont je vous ai parlé, mais une fois encore, c'est pas assez. Je pense qu'on peut tous faire plus et je milite pour qu'on apprenne à vraiment tous travailler de concert à la promotion du livre. Puis moi, je voudrais terminer je crois que la troisième occasion de l'année, je viens ici aux rencontres francophones sur le livre audio. Je constate quand même que les choses avancent. D'année en année, il y a un progrès, on est plus entendu, en tout cas les préoccupations des libraires. Aujourd'hui, en tout cas dans cette table ronde, je parle en tant que libraire. Les choses avancent et moi je vois avec beaucoup d'intérêt l'évolution à la fois de prose dans son secteur, avec lequel on pourra travailler de manière très, je dirais, très intéressante, et des évolutions également dans l'autre secteur numérique de développement de pages. Tu as évoqué le bon cadeau, par exemple. Le bon cadeau électronique, numérique, c'est quand même... Enfin, quand je vois comment c'était construit, parce que moi je suis pas informaticien, enfin, je comprends un peu les choses, j'ai produit, je me suis dit c'est une usine à gaz, c'est extrêmement compliqué, parce que ça veut dire qu'un client qui achète, qui reçoit un bon cadeau, il peut aller l'échanger de 50 €, il peut aller l'échanger 20 € dans une librairie, puis 25 € dans une autre librairie, puis 5 € encore ailleurs. Tout ça, c'est un mécanisme sur lequel tu travailles de manière très active. C'est compliqué, mais c'est absolument génial, parce que c'est demandé par notre clientèle. La question des liseuses aussi, depuis que de numérique, on a fait beaucoup de chance. Au départ, on vendait, je crois que c'était des boucles, comment ça s'appelait encore cette liseuse-là, elle était rachetée par Biblio. Puis on a vendu Bookin, et puis Bookin était racheté par Biblio, un concurrent. Et maintenant, il fallait trouver une autre solution. Vous l'avez trouvée, je pense, de manière beaucoup plus moderne encore. Donc il y a un vrai développement d'année en année, je trouve très intéressant. Et je voudrais aussi remercier Cécile par cette initiative sur le livre numérique, de manière répétée, constante, de réunir les acteurs au moins une fois par an pour en discuter et faire un état des lieux des situations, des différentes situations. C'est tout à fait méritoire, en fait. Robin parlait de mutualisation, moi j'ai parlé de mutualisation également pour les libraires du Sud qui ont besoin d'être épaulés, je dirais, de manière collective. Et je dirais que ce genre de démarche, c'est vraiment, ça c'est notre intérêt. Pour le temps, merci. S'il y a des questions. Surtout merci à vous tous, parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces rencontres, c'est vraiment un travail collectif, voilà, chaque année pour cette programmation. Oui, donc on va prendre un temps de questions. Bonjour, Elisabeth, je suis éditrice de livres audio, je suis gérante d'édition Volume. J'ai une question par rapport à une question technique. Est-ce que vous avez une appli mobile sur laquelle on retrouve les livres audio qu'on a achetés en ligne ou pas? Et est-ce qu'on pourrait revoir la page, je crois que c'était celle du divan, qui montrait les extraits audio que vous avez rajoutés sur un livre? C'était du podcast ou c'était un extrait de livre audio? Je n'ai pas bien saisi. Il y a des extraits de livres audio, donc c'est effectivement le flux Hypagine Radio avec les diffusions en continu et justement ces capsules qui ont été créées par le divan le mardi à 13h30 chaque semaine. Sachant que je ne l'ai pas dit aussi, mais sur Hypagine Radio, vous avez ce qu'on appelle le format rush, donc c'est un rendez-vous quotidien de 18h à 20h où en fait les extraits lus sont vraiment thématiques, donc ça va être du polar, de la jeunesse, chaque jour c'est un peu différent, en lien avec l'actualité littéraire et les sorties, et surtout on raccourcit le temps de la musique, donc c'est vraiment toutes les 15 minutes, il y a un extrait différent. Sur la question technique, pardon, j'ai oublié la question. Ah, l'appli. Alors, il y a plusieurs applis qui existent, hein, effectivement, vous pouvez déjà en utiliser en accès libre sur les différents stores. Et donc là, on a travaillé main dans la main avec Numilog au développement d'une application qui s'appelle Louise et qui sera lancée début juin. Et effectivement, donc vous avez
Si vous vous connectez à un de ces réseaux d'achat, donc les librairies qui sont connectées soit à Hypagine ou Milov, quand vous arrivez sur l'application, vous allez pouvoir, en mettant votre adresse mail, vous connecter à une de vos librairies et directement retrouver vos achats et les lire tout de suite. Donc c'est ce qui a été lancé. Et ça veut dire, dernière question, que les fichiers MP3 qu'on télécharge sont non protégés, sont en non-accès, c'est-à-dire que j'ai mes fichiers MP3... Cela oui. Sauf si c'est par exemple dans le cas de librairie indépendante, par exemple pour des prêts avec des fichiers qui seraient protégés par une DRL. Les fichiers audio ne sont pas protégés. Si, certains, si. Dans le cas du PNV, par exemple. D'autres questions ou commentaires? Bonjour, Sandrine Corne des éditions Présence. Moi je suis auteure et éditrice. Toute nouvelle, même pas encore vraiment nouvelle dans l'univers de l'audio. Je me posais la question, comment en tant qu'auteur ou éditeur on peut accéder au service, donc à la prose ou Titlib? Rapidement pour Titlib, soit vous avez une structure qui est de diffusion, soit Hypagine assure aussi la e-diffusion de certains éditeurs. C'est notamment le cas de la diapositive qu'on a publiée au début. On vient de rentrer dans notre catalogue audio numérique les éditions Livox, qui sont basées en Tunisie, et c'est nous qui assurons la diffusion numérique de leurs titres au sein de nos réseaux et auprès de toutes les librairies. Donc c'est aussi une possibilité de passer en direct par Hypagine pour la diffusion. Réponse pas très différente. Effectivement, il faut soit passer par un distributeur, comme il en existe beaucoup. Mais ça nous arrive également de travailler en direct avec les éditeurs. Donc pour cela, il faut que les fichiers soient au spec de notre plateforme. Mais c'est quelque chose qui se fait relativement simplement. Ok, bien. J'espère ne fâcher personne. Est-ce que vous travaillez aussi avec des auteurs directement ou pas? Pardon. Alors, on ne travaille pas directement avec les auteurs dans la mesure où on ne fait pas de production de livres audio. Non, mais là je pense aux auteurs auto-édités qui du coup produisent eux-mêmes ou voilà, ce soit par des comédiens ou l'intelligence artificielle, etc. Donc ils ont leur livre audio, mais qui ne passent pas pour les maisons d'édition. Alors, comme je disais, pour moi, C'était un exemple. J'ai dit que voilà. C'est ça, à peu près dans le même cas que les éditeurs, c'est-à-dire que ça peut nous arriver de faire des choses en direct également. Après, c'est vrai que pour un auteur indépendant, personnellement, ma recommandation, ce serait de passer par un distributeur, ce qui vous simplifierait le travail afin de rendre vos titres disponibles sur le plus de plateformes possible, le plus rapidement possible. Okay. J'ai encore une dernière question, après je prends le micro. Au niveau des marges, en fait, comment ça se passe, des coûts? Parce que j'imagine que, en gros, chacun prend sa part, mais comment ça représente? Alors oui, bon, ça c'est propre au négo avec chaque éditeur. Et pour le coup, je pense qu'en passant par un distributeur et en étant diffusé de cette façon sur plusieurs plateformes, peut-être que vous pourrez mieux bénéficier justement des conditions tarifaires de distributeurs partenaires, plutôt que d'aller faire les choses en direct avec toutes les plateformes. C'est mon avis. Ok. Mais pour répondre à votre question sur les marges, pour le coup, ça dépend des négos avec chaque éditeur, distributeur. Merci. Bonjour, Jean-Christophe Vareille pour Multisonore, je suis éditeur de livres audio. Je trouve ça super, vos démarches, vous le savez. Je vois là, j'étais assez surpris d'ailleurs, vous avez d'un côté 200 libraires sous votre coude, d'un autre côté 600. Vous avez ouvert des canaux marketing pour nous éditeurs, parce qu'on en est encore, je pense, à la phase de l'évangélisme et du prosélytisme pour le livre audio en France. C'est très intéressant tout ça. Est-ce que vous mettez en place des opérations? Est-ce que vous allez mettre en place des opérations avec nous, éditeurs, ou dans les librairies, ou je vois par l'opération de la radio sur le site internet, est-ce qu'il y a déjà, ou est-ce que vous allez mettre en place des canaux de marketing, tout simplement? Alors pour l'instant, il n'y en a pas qui existent
Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des contraintes logistiques et opérationnelles. Imagine, sur le catalogue numérique, on gère plus de 3500 marques éditoriales. Donc ça fait autant d'interlocuteurs potentiels. Et, on est quand même une équipe. On est 90 en tout pour Tite-Livre en France, mais on ne serait sûrement pas assez pour couvrir toutes ces propositions. On remonte un niveau, hein, nous on est en lien effectivement sur les opérations avec les diffuseurs. Par contre, ce qu'on essaie de faire, notamment au travers d'Ipagine Radio, c'est effectivement de créer des canaux, des espaces justement de discussion beaucoup plus fins, avec une granularité peut-être plus prononcée, notamment avec les éditeurs et les auteurs. On a effectivement des podcasts aussi que nous on enregistre du côté d'Ipagine, soit avec les auteurs ou les éditeurs qui travaillent avec nous et qui veulent utiliser le média. Donc c'est effectivement un tremplin sur lequel on pourra se retrouver et qu'on essaie de mettre en place, parce qu'effectivement il faut aussi incarner vraiment la chaîne du livre et représenter les différents acteurs. Et je pense que Ipagine Radio, c'est un des outils qui a, disons, l'acuité de le faire. Alors pour répondre à votre question, absolument, oui, c'est des choses qui sont totalement d'actualité chez nous. C'est des choses qu'on a commencé à faire avec différents éditeurs en leur proposant de mettre en avant des sélections thématiques sur la homepage du site. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait de façon plutôt manuelle, qu'on va rendre automatique prochainement, justement à travers une plateforme qu'on mettra à la disposition des éditeurs et des libraires, bien entendu, ce qui leur permettra de créer leur propre sélection. Donc voilà, l'idée vraiment c'est d'aider à la fois les éditeurs à mieux mettre en avant leur catalogue, et nous aussi, le fait de permettre ça aux éditeurs, ça nous aide également sur l'éditorialisation du site. Donc c'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose de win-win, absolument. Bonjour. Donc moi c'est plutôt une remarque, je ne sais pas si l'ancienne est encore en ligne, donc je travaille pour YouScribe, donc c'était pour la remercier pour son intervention. Effectivement, travailler avec les librairies en Afrique subsaharienne ou au Maghreb est un sujet. Nous, lorsqu'on a commencé avec YouScribe, on avait essayé de les contacter, et à ce moment-là l'accueil n'était pas favorable, je pense que c'était trop tôt, et c'est très intéressant de voir qu'elles nous contactent aujourd'hui pour le livre audio, dans un premier temps. Après, il y a plein de choses à imaginer, notamment effectivement en termes de travail au niveau du numérique, etc. Donc c'est très bien que ça puisse passer par des groupements et par des associations. Et je pense que ça vient aussi maintenant parce qu'on le constate à l'échelle de YouScribe, l'écoute en termes de livre audio se déploie beaucoup sur la bibliothèque. Et on a aussi en face de plus en plus de contenus qui sont produits par des éditeurs africains, en jeunesse, mais aussi maintenant ça commence tout doucement en adulte. Donc je pense que c'est effectivement un bon moment, et en plus on aura l'occasion d'en reparler en fin de journée aussi sur un état des lieux un petit peu sur le livre audio sur le continent africain. Je pense qu'il y a des questions. Alors bonjour, je m'appelle donc Marianne Fourche, je suis des éditions Villanelle et également productrice sur France Musique. Donc avec les éditions Villanelle et les éditions Radio France, je publie les podcasts que je produis donc, sur France Musique aux éditions Villanelle. Là, je prends un exemple, la série du journal intime que je produis sur France Musique comptabilise à ce jour, on en a 7, 2 200 000 auditeurs, ce qui pour France Musique, voilà, c'est le meilleur podcast, donc c'est une très belle performance. Et j'en suis heureuse, mais je ne comptabilise pas le même chiffre en vente de livres. Donc la vente du livre audio, comparée à l'écoute du podcast, est bien plus compliquée. Et moi, ma remarque, que à chaque fois je m'étonne et me fâche un peu, c'est qu'en fait, au sein des librairies, il n'y a aucune possibilité d'écouter, d'avoir ni même un conseil de la part du libraire sur le contenu audio. Les livres sont mis au même titre que les autres, et pour le client, le potentiel lecteur mais auditeur, en fait, il n'a aucune possibilité d'en avoir un extrait. Et je crois qu'il y a donc, enfin, moi j'ai vraiment l'exemple, il y a une perte sèche radicale. Alors je ne sais pas où est la faille, enfin, on a vraiment, j'ai le souvenir à une époque à la
totalement d'accord avec vous pour le coup. Et ça fait partie justement de nos sujets en cours de réflexion pour mieux intégrer le livre audio au sein du plan de vente physique. Ça fait totalement partie de ce dont je voulais parler tout à l'heure. On y travaille avec les libraires. Ensuite, voilà, selon les typologies de librairie, c'est également un sujet, le sujet de la place, si on a envie de mettre une borne d'écoute en magasin, parce que chaque centimètre carré de perdu est un centimètre carré qui intègre le monde du livre. Donc voilà, il y a tout un travail à faire avec tout l'écosystème, fédérer les librairies autour de tout ça, mais c'est un sujet qui est en cours de réflexion. Je te laisse parler, je pense que... Oui, à la librairie Motivant, donc à Paris. Donc c'est une super question en fait, que vous posez parce que c'est une problématique qu'on se pose souvent. Comment mettre en avant les livres audio? Comment mettre en avant les livres audio avec un support et avec aussi pour mettre en avant les livres audio numériques en point de vente. Le problème des livres audio, c'est que vous n'avez pas de rayon particulier. Si vous le mettez dans un rayon, en fait, c'est perdu dans un rayon littérature qui n'a rien à voir avec le fait que, en fait, c'est le seul produit, entre guillemets, c'est le seul livre qu'on vend par support et non pas par genre, en fait. Parce que sinon, enfin, je ne sais pas comment après c'est chez les autres libraires, mais nous, on n'arrive jamais vraiment à le mettre en place. Donc, on met des tourniquets, on essaye de les mettre en avant dans des endroits. Donc, les supports ne sont pas très adaptés, justement, à une mise en valeur par le libraire, en sachant qu'en fait on n'a pas de libraire livre audio. Donc c'est un peu difficile, c'est ça qui est difficile, c'est que votre podcast, on peut, comment dire, on ne peut pas le mettre en littérature, ni en... Vous voyez, il y a des genres, mais c'est assez fin quand même. Donc c'est difficile aussi pour les libraires de s'approprier ce support. Voilà, enfin, je ne sais pas après, peut-être qu'il y a d'autres retours d'expérience de libraire, mais nous, c'est un peu ça le problème. Donc, on est en train, nous aussi, on réfléchit aux bornes d'écoute, à savoir comment le faire. Parce qu'une borne d'écoute avec tous les livres, tous les titres de livres audio. Oui, mais comme dit Charles-André Touré, quand une grande librairie comme le Divan où on a 400 mètres carrés, à la limite, c'est possible, mais quand chaque mètre carré, c'est de l'espace de vente, même si on est pro-livre audio, ça commence à être compliqué. Donc c'est une vraie problématique, en tout cas en librairie. Sur l'ajout d'une scénographie, d'un espace dédié, c'est effectivement intéressant. Je sais qu'il y a des librairies qui ont engagé la réflexion là-dessus, certaines ont même essayé. Tout ce que je peux dire sur l'importation, on va dire, d'éléments physiques comme ça au sein d'une librairie, notamment des stations d'écoute. Imagine, on a une petite expérience parce qu'on avait lancé une initiative à un moment qui permettait à un client d'une librairie d'acheter un livre audio, enfin un livre numérique dans sa librairie. Donc vous aviez une borne, vous pouviez appuyer, puis ça tirait un petit ticket, vous passiez en caisse et après ça vous envoyait le fichier sur votre adresse mail, ce genre de choses. Pareil, là, quand on a lancé les liseuses, il y a eu la question, est-ce qu'on va mettre des exemplaires de démonstration dans certaines librairies? Et en fait, vous discutez à chaque fois avec les acteurs du milieu et c'est de l'équipement qui est rapidement endommagé, qu'il faut réparer, qui est lourd, qu'il faut savoir gérer, qu'il y a de la manutention, il faut effectivement un personnel dédié pour expliquer comment ça marche. Et en fait, d'un point de vue logistique et simplement humain, c'est très difficile et ça pèse vraiment sur les équipes des librairies qui sont déjà bien souvent très sollicitées de mettre en place ce genre d'initiative et surtout pour quelqu'un derrière. Alors effectivement, on peut se dire que c'est un bel espace, on est toujours heureux qu'un client découvre un coup de cœur et puis pénètre un monde qu'il n'avait pas soupçonné, mais à côté de ça, c'est sûr qu'en termes vraiment techniques et de coûts, c'est très très difficile à mettre en place. Oui, je peux cambriller sur ce que vient de dire tous les deux, nos deux amis là. On avait lancé il y a quelques années une borne qui était visible. Moi, je l'ai expérimenté à la Foire du Livre de Bruxelles, pendant 2 ans de suite. Et en fait, ça n'a pas été un succès réel. Les gens chipotaient sur la borne, ils ne l'avaient pas renouvelée d'ailleurs, je pense que c'est une expérience qui n'a pas été concluante. Donc maintenant, au niveau technique, évidemment, on veut
réinventer la borne présente en librairie, des stations d'écoute en librairie. Au niveau technique, il faut qu'on soit aidé par les Brigitte ou par vous, par Prose, c'est évident. Mais je reste un petit peu quand même sceptique, si vous voulez. Il y a 25 000 livres audio qui sont disponibles. Il faut un appareillage qui permette de choisir parmi les 25 000 livres. Ou alors il faut que le libraire fasse lui-même une présélection. Ce que nous faisons, une espèce d'éditorialisation comme nous faisons sur les plateformes comme Libraire, ou comme Place des Libraires, ou comme Paris Librairie, etc. Ça, c'est possible. Mais je crois que nous, techniquement, c'est encore compliqué et coûteux. Et qu'il y a un travail d'évangélisation, comme disait M. Bulki dans l'Assemblée tout à l'heure, auprès des libraires. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qu'est la vie d'un libraire. Aujourd'hui, un libraire, je dirais, un libraire, il reçoit. Alors, quand j'avais ma librairie, maintenant je n'ai plus ma librairie, je l'ai transmise à mon équipe plus jeune. Il faut bien un jour se dire que j'avais un peu assez d'évaluer des caisses de livres et de faire des retours. Une librairie comme la mienne à Waterloo, nous recevions en moyenne 500 nouveautés par semaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, par semaine. Et donc, par mois, vous imaginez, 2000. C'est extrêmement lourd à gérer. Donc, le libraire, s'il veut déjà le lire, il doit déballer ses bouquins, il doit les mettre après en officine dans les librairies, il doit déjà choisir l'étape qu'il va faire. Je veux dire, je ne veux pas plaindre le libraire, ce n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que le libraire est confronté à beaucoup de choses et que le livre audio, comme le livre numérique, ne sont pas encore, je répète ce que j'ai déjà dit, ils ne sont pas encore tellement intéressants financièrement. Les marges sur les livres numériques et sur les livres audio sont très très basses. Alors il faudrait qu'il y en ait beaucoup pour pouvoir convaincre les libraires d'adopter une autre politique différente. Mais votre question est légitime, je ne peux pas du tout la remettre en question. Mais ça pose beaucoup plus de difficultés qu'on peut imaginer. Et alors je voudrais répondre aussi très rapidement, si vous permettez, à l'auto-autrice. Voilà. Nous avons le même problème de référencement des livres auto-publiés. Et moi, je dis une chose donc, sur nos bases de données. Il faut, on dit souvent, il faut que sur Libraire, tous ces livres-là soient également présents. Moi, je ne suis pas totalement favorable, parce qu'il faut, je pense, accepter en tant qu'auteur et auto-publié de rentrer d'une certaine manière dans les arcanes de l'édition. Donc, être référencé de manière professionnelle. Vous voyez, il ne faut pas donner de leçons, mais de manière professionnelle, avec des outils, avec des produits qui sont professionnels. Dans l'auto-édition, je parle d'expérience, sur le marché belge, dans l'auto-édition, vous avez quand même beaucoup, je dirais, de livres qu'on ne peut pas mettre en avant parce qu'ils ne sont pas réellement professionnels. Le boulot d'éditeur, c'est un boulot important, c'est un boulot, je dirais, même essentiel. Et donc on peut autopublier tout ce qu'on veut. Et je pense que d'ailleurs aux États-Unis, dans le marché du livre, il y a plus de livres autopubliés que de livres publiés dans les éditions professionnelles. Mais je crois que les deux est assez compliqué et que accepter pour un auteur de rentrer dans le circuit professionnel, c'est pas tellement compliqué. Il existe des outils pour cela. On peut vous les donner, en tout cas pour le marché belge. Mais je crois que c'est très important quand même de rentrer dans un cadre strict. Alors, voilà ce que je voudrais vous répondre. Si vous voulez, je comprends la frustration. Je suis en gérant la plateforme Libraire, je peux vous dire que toutes les semaines, je reçois 4 ou 5 demandes d'auteurs autopubliés pour être présents sur la plateforme. Je leur dis, mettez-vous sur Glicom pour la France ou la Banque du Livre pour la Belgique. Il faut rentrer, vous les métadonnées sur des fiches mixtes. Il faut apprendre comment on fait pour que les métadonnées soient correctes. C'est compliqué, mais il y a des formations pour ça. On donne des formations notamment au Pilène,